est très indépendant, très cultivé, très personnel et très intransigeant. C'est un homme dont l'amitié est précieuse, mais qui ne donne pas facilement. Il ne donne pas son amitié facilement, bien qu'il soit bien avec beaucoup d'artistes et de gens. Je crois que c'est quelqu'un de secret et de très exclusif. Et ce genre de tempérament ne me dérange pas du tout. Je l'aime bien, au contraire. Génisson, il met une culture extraordinaire, qui n'est pas seulement que picturale, qui est musicale, qui est littéraire, qui est architecturale. Il met une très grande culture au service d'une technique absolument incomparable. Moi, parmi tous les peintres surréalistes, si l'on veut admettre cette étiquette, parmi tous les peintres surréalistes que je connais, c'est celui qui a la plus grande distinction dans la couleur et peut-être la plus grande précision dans le dessin. Lui ne dirait pas « je fais pire chaque jour, c'est ce qui me sauve ». Lui pourrait dire « je ne crains pas la perfection parce que j'y arriverai jamais ». Voilà. Alors je suis ici devant un hommage à Thanatos, qui est en quelque sorte un hommage à la mort. Thanatos était la déesse de la mort pour les Grecs, encore ici représentée par la femme. Mais là, Génisson en fait un hommage en fait. Donc comme si le peintre voulait nous montrer notre condition de mortel. Cette fois-ci, il a enfermé la mort dans une statue de pierre, comme si en même temps il prenait peu de risques en l'encerclant dans la pierre, mais en même temps il nous montre qu'il n'a pas peur de la mort en lui rendant hommage. Cette procession de Claude Génisson donc, représente une marche religieuse qui généralement s'accompagne de chants et de prières. Mais là, ici, le contexte peut nous faire penser à un rite de passage, car nous sommes dans un paysage assez aride, désertique, où les contrastes entre le ciel rose peuvent faire penser un peu à une note d'espoir et un paysage très gris. Et ces personnages, justement, nous sommes interpellés par un des personnages qui nous regarde et qui nous fait comprendre qu'il va vers quelque chose que tout le monde semble connaître, peut-être sauf le spectateur. On a l'impression d'une marche qui part d'ici, où on ne sait... C'est l'inconnu, en fait. C'est une marche peut-être vers la mort. Judith représente ici pour Claude Génisson un peu l'image de la femme fatale, car Judith était dans la mythologie une femme qui a enivré Holoferne, qui avait siégé la ville de Nabuchodonosor, et pour arriver à ses fins et pour l'atteindre, elle l'a enivré afin de le décapiter. Et donc ici, dans cette huile sur toile, on voit Judith avec la tête d'Holoferne à ses pieds. Judith est représentée très douce, justement le symbole du voile est quelque chose de très léger et très agréable. Elle est représentée par Claude Génisson très agréable alors que c'est une femme tueuse d'hommes. On reste ici dans le registre de la représentation de la femme, un thème cher à Claude Génisson. Il représente ici une femme énigmatique, plus qu'une femme fatale, puisque c'est la représentation de la sphinge, donc le sphinx mais au féminin, donc qui a généralement le buste d'une femme et le corps d'un lion. Et là ici elle est perchée juste au bord du vide, donc vraiment en attente, et elle tient un crâne donc, qui vraiment annonce la mort et qui place la femme ici comme une femme qui sait donner la vie mais qui sait aussi donner la mort. Mon cher Claude, on a fêté récemment en Provence de façon très joviale ton anniversaire, par coquetterie, je ne dirais pas 4 fois 20, mais bientôt tu organises une exposition à Bruxelles en novembre où cela correspond à 60 ans de peinture. Je te connais depuis longtemps déjà, nous sommes devenus amis, très, très proches, et tu es né le 27 août 1927 à Paris, mais tu vis à Douai depuis 50 ans. Exact. Je vis à Douai depuis 50 ans parce que ma femme était médecin et qu'elle a pris un poste à Douai. En fait, je peins depuis très longtemps puisque j'ai commencé à peindre, à dessiner à 10 ans sous la férule d'un peintre qui a eu une cote entre les deux guerres, Jules-Émile Zing. Oui. C'est bien que j'étais tout petit dès l'enfance dans une famille d'artistes. Ton grand-père a eu une grande influence parce que tu as vécu longtemps avec lui.
Et puis tu me l'as raconté souvent, il te faisait travailler ton dessin dans son bureau d'architecte. En principe, j'étais astreint à l'étude des ordres de l'architecture, toscan, dorique, corinthien. Tous les jeudis matins, à l'agence d'architecture, je devais faire des ordres au lavis. Et puis alors le dimanche, il y avait un rite, c'était la visite au musée du Louvre, sous la direction de mon grand-père, qui m'expliquait 4 ou 5 tableaux, jamais plus. Mais ça, c'était exactement une chose comme la messe, hein. On allait au Louvre tous les dimanches, hein. Mais la découverte de la peinture, pour moi, je dois dire que ça a été premièrement le Rétable d'Isenheim à Colmar, de Grunewald, que j'ai vu à 16 ans, accompagné de mon oncle d'ailleurs. Et puis à 20 ans, j'ai vu le Rétable de l'Agneau Mystique à Saint-Bavon, des frères Vanek. Ben, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'obéirais plus jamais à un professeur d'art contemporain. Claude Génisson, aimez-vous explorer la partie sombre de l'humanité afin de vous libérer d'une certaine frustration sous une forme artistique? Moi, je pense que la peinture peut être aussi une forme d'exutoire face à ce qui nous entoure, à ce qu'on vit actuellement, parce que j'ai une certaine terreur de l'évolution de la société qui me semble très, très déshumanisée, très, très intéressée par le rendement, avec une perte incroyable de culture qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des temps. L'art cinématographique de Tim Burton représente pour lui une catharsis. Votre peinture est-elle un moyen de se purger des passions destructrices? Je ne crois pas que ma démarche et ma pensée soient tout à fait comparables. C'est-à-dire que j'ai, moi, une passion de la mort, mais comme une libération plutôt. C'est-à-dire pour échapper aux abominations de la vie. La mort devient une cérémonie enviable dans mon esprit. Claude, la nature reprenant ses droits sur les constructions humaines est un thème souvent abordé dans vos œuvres. Quelles sont vos sources d'inspiration? En général, au cours de tous mes voyages, je prends des croquis, etc., des notes dessinées, et ça a toujours trait à une analyse des architectures du temps passé qui sont délabrées, qui tombent en ruine, avec toujours cette force agressive de la nature qui pénètre par les fenêtres, etc. Donc c'est toujours, le thème revient toujours à la destruction. La naissance des animaux, toile inspirée de l'œuvre d'Ovide, sera-t-elle l'œuvre unique, empreinte d'espoir? Car en fait, la Renaissance est aussi une grande source d'inspiration, non? La naissance des animaux, je pense que j'ai peint quand même un peu plus de tableaux optimistes, ça m'est arrivé. Maintenant, ce sujet relève de la littérature de l'Antiquité et je crois que l'optique des gens de l'époque n'était pas celle de la nôtre. Moi, je me maintiens dans cette sorte de désespérance vers l'avenir, malgré tout. Alors Claude, ce tableau a pour titre « La mort d'une amadriade ». C'est un sujet mythologique. Alors, évidemment, la Madriade est une nymphe qui naît, qui vit et qui meurt dans l'arbre de son choix. Donc, on la voit ici. Et puis, alors, vous voyez, les recherches assez extraordinaires. On voit ici la tête et les pattes d'une bête étrange, puis ça se transforme en corps de femme. Et le sujet est peint dans un climat d'hiver, de façon à évoquer encore la période de la mort. Maintenant, ceci c'est une gouache alors. Et quel est le titre de cette gouache? Alors c'est la gorge. Vous voyez, c'est un défilé rocheux. Et quand on observe les détails, on s'aperçoit que là vous avez une tête de sphinx, là vous avez des oiseaux, ça c'est une gueule de Léviathan. En cherchant partout, vous retrouverez des petits détails de bêtes, d'oiseaux, de choses comme ça. Le 5e âge. Alors c'est amusant parce que bon, moi je suis du 3e âge, paraît-il, mais un ami me disait comme ça laisse un peu d'espoir. 5e âge. Vous voyez, dans le sujet, ce qui m'est venu en tête, c'est
cette vieille femme sort dans son jardin et puis elle meurt, elle reste accrochée dans les buissons, dans l'indifférence générale. Ouais, les volets de la maison étaient fermés, les voisins ne se sont pas préoccupés de sa disparition. Donc elle est sortie dans son jardin, puis elle est morte. On voit d'ailleurs que son vêtement flotte. Et ici, les buissons, un petit peu agressifs d'ailleurs, elle a la main ici qui ressemble à un morceau de bois d'ailleurs. Et puis alors en dessous, vous avez la maison close oubliée. Alors vous voyez, c'est style 1900, en fait le style Majorelle, le style des entrées de métro, le style nouille en fait, on disait. Alors, ce bâtiment est complètement délabré, il est en ruine, et puis il fait penser à Maupassant parce que c'est 1900, c'est la maison de rendez-vous. Alors, je l'appelle la maison close oubliée, et malheureusement, un marchand anglais qui l'avait exposé l'appelait Last Brothers, ce qui est faux comme titre. L'esprit n'est pas bon. Moi, je l'ai intitulé La maison close oubliée. Les carrières des Baux de Provence, Claude, vous ont fortement inspiré ici. Oui, j'ai dessiné énormément dans les carrières et alors, vous voyez, j'appelle ce tableau la menace. En quelque sorte, ce personnage ici a profané les lieux, en quelque sorte. Alors, on a cet aspect de cathédrale, de palais, parce que les haveuses ont enlevé les pierres qui ont servi à construire les villes du Midi, et j'ai gardé cette impression, et tous les ardent et commencent à tomber en morceaux sur ce personnage. Claude, pour ce tableau, vous avez utilisé la technique proche des primitifs flamands. Oui, et c'était d'ailleurs très difficile parce qu'il n'y a plus vraiment de tradition. Les gens des musées, souvent, par des prélèvements sur le bord des tableaux, ont pu analyser certains produits de base. Mais j'ai eu la chance de connaître un monsieur qui s'appelait Monsieur Havel et qui cherchait à retrouver un médium à peindre. C'est-à-dire le médium, c'est le milieu qui sert à diffuser le pigment sur le fond, sur la toile. Et il avait mis au point un médium qu'on pouvait améliorer en fonction du style de travail. Alors évidemment, il y a des produits comme de la térébenthine, évidemment, et puis il y a de l'essence d'aspic vétérinaire, qui est de l'huile de lavande mâle, et puis différents produits qui donnent l'aspect d'un produit très transparent, qui permet de véhiculer le pigment en gardant toujours une transparence, une translucidité. Donc c'est un travail qui est assez long parce qu'il faut travailler par couches fines, superposées. Et j'ai voulu un monument futuriste, c'est-à-dire c'est la tour de Babel du XXIe siècle. Elle est inspirée après le passage biblique qui dit que « Et Dieu punit l'homme de son fol orgueil en créant la confusion des langues ». D'ailleurs, on le voit ici, la tour finalement va se détruire, mais symboliquement, du ciel vers la terre en descendant. On voit ici l'incendie géant là-haut avec les câbles qui se rompent, et puis les fumées. La tour a été construite sur un axe de verre avec une circulation d'ascenseurs. Ici, les espaces verts de la partie culturelle de l'édifice, l'héliport, avec sa tour de contrôle et son petit hélicoptère. Alors, afin de construire cette chose monstrueuse, on a abattu toute cette partie de la ville qui s'étendait jusqu'au port. Alors, dans les architectures, on perçoit les différentes périodes. Ici, une église romane inspirée de Sainte-Foy de Conques. Ici, une cathédrale gothique. Le quartier des buildings, le stade, et puis alors ici l'unité d'habitation de Le Corbusier qui est déjà complètement dépassée avec ses théories par rapport à cette architecture futuriste. Donc le soleil se couche à l'Occident et au milieu de cette folie, les façades des églises sont réellement tournées logiquement vers le soleil couchant. Alors l'habitat concentrationnaire, donc toutes ces baies vitrées qui sont
éclairée de l'intérieur avec des tonalités différentes, plus une galerie circulaire qui permet d'installer des magasins, des choses comme ça. Et ici en bas, toute cette partie, on voit encore le tracé des rues avec les démolitions des maisons, plus les scrapeurs. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'éviter l'influence de Bruegel avec ses deux tours, celle de Vienne et celle de Rotterdam, si bien que la seule chose que j'ai repris chez Bruegel, c'est le port en bas à droite, qui sert d'ailleurs ici aussi à apporter tous les éléments de construction. Voilà un tableau qui s'appelle « La jeune fille et la mort ». Et c'est inspiré justement de ce sujet éternel, cher aux humanistes de l'école germanique, Hans Baldung, Green, etc. Et alors j'ai voulu échapper dans ce tableau à la représentation de la jeune fille enlacée par le squelette décharné, etc., tenant le sablier pour lui montrer le temps qui passe. Et ici, la jeune fille se dirige sur le cimetière accompagnée de la mort, dans un paysage d'hiver assez glacé. L'avarice, c'est un autre sujet, mais toujours en rapport avec la mort. Il s'agit d'une vieille femme avare qui s'est couchée sur le sable pour mourir. Elle est crispée sur ses bijoux, elle a encore une émeraude, etc., un collier de perles. Et sur le sol, on aperçoit ici un papier délité qui m'a servi pour la signature, parce que j'aime bien que la signature soit presque indiscernable, qu'elle ne participe pas à la composition générale du tableau. Parce que Persée vient de lui couper la tête et il la tient par les cheveux. Bon, alors, si on continue, on a la main de Persée en haut qui tient les cheveux comme ça, normalement. Hein. Et c'est au moment où elle meurt que les serpents sortent de ses cheveux, de sa chevelure. Oui, on va être tout à fait bien. Je suis content. On vient juste d'arriver. Alors ça, c'est un tableau qui comporte tous les éléments du 15e au 16e siècle comportant la fin du monde. Hein. Alors, il y a l'éclipse du soleil, là. On voit un arbre foudroyé, l'incendie sur tout le reste de la ville, attendu. Et puis alors, il y a l'inondation qui a commencé à gagner ici, et puis le mort qui sort de terre avec le signe de la religion détruit. La croix est brisée, donc la religion. Et c'est un tableau qui s'appelle La fin du temps. C'est un homme vraiment pour lequel j'ai une grande amitié, qui s'est noué très très vite. C'est un homme très chaleureux, qui aime la vie, qui aime le bien manger, le bien boire, qui aime le bon vin, qui aime de voyager. Et puis quand il se retrouve seul devant son chevalet, alors ça devient un homme taciturne, je ne vais pas dire déprimé, mais angoissé, certainement très fort. Et c'est vraiment un autre personnage. D'un côté, il y a l'homme qui est très jovial, et il y a le peintre qui ne parle pas beaucoup quand il travaille, qui est très absorbé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ressent profondément les choses, qui les voit plutôt d'un côté, le côté pessimiste et le côté triste et le côté angoissé de la vie qu'il essaie de transmettre et qui est au fond la réalité. Devant la galerie, je vois Claude Génisson. Oui. Et je dis à mon ami Claude Génisson, j'ai un tableau de vous que mon père a acheté dans les années 68 à Deauville, dans une galerie, qui est une nature, et qui est une nature morte d'une bécasse. Oui.
Je sais pas, voilà. Et c'est un tableau, malheureusement mon père est décédé, mais j'ai récupéré le tableau parce que c'est un tableau qui était dans son salon. C'est étonnant. Ah oui. Et donc je suis ce tableau pour moi et je l'ai récupéré avec un plaisir inutile de vous dire que c'est en plus une peinture que j'aime, oui, bien évidemment. Oui. Et en plus il y a tellement. Et puis c'était une époque antérieure. Mais oui. L'homme chaleureux, surtout chaleureux et modeste, parce qu'il y en a beaucoup qui ont moins de talent et qui font tellement d'embarras, comme on dit à Bruxelles. Ici, pas. Il est modeste pour la qualité de son travail. Il ne se met jamais en valeur. En plus, il est très sympathique et son travail est d'une finesse, alors là, extraordinaire. C'est un travail d'horloger suisse. Hein. Chaque peinture est travaillée jusqu'au moindre détail. Il n'y a pas, mais la moindre chose qui manque, tout est peint, achevé. C'est pas fait vite, la toile va être finie. Non, pas du tout. Quand mon fils vient à la maison et qu'il me contrarie, j'ai dit continue, je vais manger génisson. Alors que nous avons un âne d'œuf, nous avons d'autres peintres belles, ils s'en fichent. Mais le génisson, je ne peux pas y toucher. Mais vous savez, je suis content de savoir quand les gens gardent mes tableaux, c'est important. Hein.